Hello à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 18 avril 2024. Vous écoutez Le Café de l'e-commerce, saison 5, épisode 190 en direct de Miami South Beach, Florida. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, Le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de chanter du Will Smith, de regarder Scarface ou de vous enfiler les 5 saisons de Miami Vice. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre-douce, incisif, mais jamais méchant. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Et au sommaire de cette émission un peu particulière, retour sur Elevate, l'événement commerce par Commerce Tools. On vous fait le récap de ce qu'on a vu, entendu. LCDE en mode Miami Baby, c'est parti. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Alors Laetitia, on est à Miami, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que cet événement et qu'est-ce qu'on fait là? Alors qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien nous sommes à Elevate, qui est l'événement e-commerce, commerce plus particulièrement, orchestré par Commerce Tools, une solution de commerce composable. L'événement, il dure combien de temps? L'événement a duré 2 jours et demi, presque 3. Le premier jour, c'était pour les partenaires, c'est ça? Le premier jour était un Partners Day, auquel on n'a pas assisté. Et puis ensuite, il y avait une première soirée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? La première, la plénière, la grande journée session. Et puis la deuxième journée qui est donc aujourd'hui, qui s'est terminée en début d'après-midi. On a eu la chance d'avoir au micro Jen Jones, qui est la responsable marketing monde de Commerce Tools. Et je te propose qu'on l'écoute au micro et elle va nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'Elevate. And I have the pleasure to be with Jen Jones from Commerce Tools. Hi, Jen. Hello, Jen. Hi, thanks for having me today. Thank you very much. How are you, Jen? Doing well, excited on day 2 of Elevate. Okay, so who are you, Jen? It's a great question. We see you everywhere on LinkedIn, but the few people that live in a cavern that they don't know you. So my name is Jen Jones. I am the Chief Marketing Officer at Commerce Tools. I've been here for about 2.5 years now. I was the first global CMO that the company brought on board and excited for what the next couple of years hold. Okay, so that's a big challenge to be the CMO of a German company based in Europe, and you have a big challenge to do, to educate people and to challenge the other ones, the other solutions. Absolutely. So we really are a global company. Yes, headquartered in Germany with deep roots in Europe. But at this point, you can see from being at the conference, I'm sure our customers are global, our employees are global. So I think it just reflects sort of who we are and how we've evolved and grown up as a company. Jen, this is the first edition of Elevate. So what is Elevate and why this name? So Elevate is because our... It could have been Commerce Tools Summit or something like this, but you decided to call it Elevate. So I'm very curious to understand the name, the meaning. Yes. So Elevate is our first global commerce summit hosted by Commerce Tools. And you're right, we could have called it the Commerce Tools Summit, but we really want it to be not about us and our products, but about the community and our customers. So I'm sure you've seen from the agenda, the vast majority of sessions are customers speaking, users speaking, industry experts speaking, very little commerce toolers speaking about our products. So of course we have a little bit of that content as well, because our customers do want to hear the latest and some product announcements, but we really tried to keep it practical advice, stories, best practice sharing between the end users. So because of that, we chose the name Elevate because we really think that the growth in the commerce market is massive, right? And we see these trends. We talked a little bit about it on day 1 in Dirk's keynote, but I do think that it is just a climb, right? We are moving forward to a much higher peak, and all of the data supports that. Jane, during these 2 days, you made some announcements. Can you sum up for us some of them? Sure. So we had a few announcements. One is the announcement of our Foundry solution for B2B. So earlier this year, we had announced Foundry for B2C retail. Now we've announced Foundry for B2B manufacturing. And I think this just for us was important because of the just huge opportunity in the B2B space, as many B2B companies make that shift to be more digital first. So that this is our
answer to help make that shift easier for them. So B2B Foundry, we also talked about a deepening partnership with PayPal, which we're excited to talk more about in the coming weeks and months as well. And then we also launched a developer community or user community, both for business and our developer community. But we created an online community for our users, prospects, anyone really interested in composable commerce, because the conversations that we're starting here in person, we want to continue through the year and give a virtual space to do that. What's the feedback from the audience so far? I mean, we are almost at the end of those 2 days, and there was a first day with the partner day. So, do you have like feedback from the people? Are they happy with this event, with the announcements? Yeah, the feedback I've heard has been overwhelmingly positive, which is why I'm smiling ear to ear this week. I think year one at a conference, you never know. Nobody knows what to expect. So I think all the people here who did come, yourselves, our customers, many of the people here really took a leap of faith and trusted that we would make something that was worth their time and worth the trip. And the feedback that we've gotten is they're already looking forward to next year. It's been a really great couple of days. It's been fun, but also a lot of deep content and learning and great connections with their peers. And on day one, during Dirk's opening session, he asked where people come from. And we have like people from Asia, from Europe, from South America. So you want to continue to have this as a global event and not too much US-centric, is that correct? Yes, our goal is to make this a global event. And like I said, year one is always a little bit of a leap of faith for people to come. I think in year two, now that we've shown the depth of the content, the depth of the connections that are made, I expect even more people to plan ahead and make that longer trip over. I think we'll probably stay in Miami. We'll know in the next couple of weeks and make an announcement there. But I think this has been a great destination. I've heard great feedback too from people. You do something that will be another session next year? Yeah, exactly. In Miami? I think so. We'll be there. We'll be there because we love Miami. And that's what I've heard from so many people, who, especially people making a longer trip like yourselves over. It's a great destination to be. We want to see the sun. We travel. You travel to see the sun. It's a great time of year to be here. And it's a great place to spend the weekend, either before or after, if you can. In Europe, the European Miami is Barcelona. So there's a lot of events in Barcelona because you have sun, you have beach. And I do love Barcelona. It's a nice destination. So well done for Miami. Then I have a question regarding the future of e-commerce. What's your definition of the future of e-commerce? Well, I think the future of e-commerce is coming, whether we define it or not. I think the future of e-commerce is really going to be about customer experience. And I think you heard that from a lot of technical people speaking here too. And they're talking about customer experience, and they're talking about brands, and they're talking about personalization and things that used to be more on the brand and marketing and CX side of the house. So you're really starting to see that that convergence of the tech people and the business people all working towards that common goal. And as a technology company, we need to be enablers of that. Jen, I think that in June, there will be a major event in New York that you will be. Yes. So if you have a few words about that, please share. I do. There's always another event. So in addition to my role at Commerce Tools, I'm also on the executive board of the Mach Alliance, proud to serve as a board member there. And we're hosting Mach 3. In New York City in June. It's the first time we're doing it in North America. The Mach 1 and Mach 2 are both in Europe. We attended the European version, so it was amazing. Great. We are glad to see that it's growing and now in the US. Yeah. Jen, thank you very much. How can we know more about Commerce Tools and Elevate for the future edition? Well, you can always follow Commerce Tools on LinkedIn. That is where we post all of our news updates, including about Elevate. And you can also go to commercetools.com and check out our Elevate page and sign up for updates about next year. Thank you very much, Jen. Thank you, Congratulations for this first edition, for this event. And thank you for having us here with you in Miami for this first edition. Thank you. Thank you for making the trip. Laetitia, on comprend mieux un petit peu ce que c'est de faire Commerce Tools. C'est quoi les sujets un petit peu de ces deux derniers jours? On va parler de quoi? Les grandes tendances? Les grandes tendances de ces deux sujets-là, c'est pas forcément, ça tourne pas forcément autour de Commerce Tools, mais c'est des tendances assez classiques, j'ai envie de dire. Le buzzword du moment, l'IA, l'intelligence artificielle, plus particulièrement appliquée au commerce. Et bien ici, on n'en entend pas trop parler finalement. C'est pas utilisé à tort et à travers. La customer experience qui est quand même une deuxième trend, une deuxième tendance qui est beaucoup utilisée.
Et puis une troisième tendance, Adrien, laquelle serait-elle pour toi? Tu mets un piège peut-être, je sais pas, l'écosystème, non? Bah ouais, moi je pense que l'écosystème est quand même hyper important et prégnant sur cet événement. Alors ils disent qu'on parle pas de Commerce Tools, mais on parle quand même beaucoup de Commerce Tools. On parle de la communauté Commerce Tools. Oui, et puis on stage, il y avait beaucoup de personnes de Commerce Tools. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais peut-être dans 10 ans, ce sera comme le VTEX Day, enfin J'y au étais Brésil. pas. Ouais, Alors, tu je étais peux pas te dire. Alors, du coup, c'est moi qui te le dis. Là, ils sont à la première édition, mais ils ont envie de faire quelque chose qui va au-delà de leur enseigne. Et ils n'ont pas appelé ça la journée Commerce Tools, mais ils ont appelé ça Elevate. Donc, on leur souhaite. Elevate Powered by Commerce Tools. C'est ça, de Global Commerce Summit, je crois, un truc comme ça. C'est donc l'ambition, c'est d'avoir quelque chose du marché qui est inclusif et qui draine l'écosystème. L'audience, elle vient d'où alors? C'est que tu as des chiffres à nous partager? L'audience, elle est worldwide. A priori, on était plus de 650 lors de la keynote, l'opening keynote. Le fondateur, le cofondateur de Commerce Tools a demandé aux gens de se lever selon la région depuis laquelle il venait. Et j'étais assez surprise de voir qu'il y avait beaucoup de monde qui avait fait le déplacement, notamment d'une région que je ne soupçonnerais pas. Eh bien, c'est la région APAC, donc c'est l'Asie-Pacifique, avec beaucoup d'Australiens qui ont fait le déplacement. Bien évidemment que l'Europe était présentée, notamment les Allemands, puisque Commerce Tools, on le rappelle, est une solution d'origine allemande. Et puis ensuite, beaucoup de Nord-Américains, des Canadiens, des Américains. Et puis nous, exactement, les Français. Les deux Frenchies. Alors, on était assez marginaux, hein. Je pense qu'on était moins de 5 peut-être Français. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais paradoxalement, c'est peut-être un des événements où on rencontre le plus de francophones. Et où c'est plus facile de discuter avec des francophones. Et justement, c'est un autre point. Alors, ils disent 650. À mon avis, on était 250, voire 300 avec le staff. Moi, je pense qu'on était vraiment. Et tu penses? Oui, je pense. Tout le monde n'était pas toujours aux mêmes endroits. Ok, ouais, je sais pas, je m'en rends pas compte, mais j'avais pas l'impression qu'on était autant. Bon, en tout cas, toujours est-il que c'était plutôt intimiste. En tout cas, on pouvait échanger relativement facilement avec les personnes qui étaient là. Et la cible, alors, ça s'adressait à qui? Écoute, ça s'adresse principalement à l'écosystème de Commerce Tools. Donc, l'écosystème de Commerce Tools, ce sont bien évidemment les partenaires, dont on parlera un petit peu plus tard, des partenaires de la première heure, des fidèles, et puis aussi les clients et les prospects. Et puis les gens comme nous, on ne sait pas pourquoi on est là. Chez les clients prospects, c'est quoi les types de personnes? C'est plutôt tech, c'est plutôt management, plutôt business? Moi, j'ai pas beaucoup vu de copines du marketing, pas beaucoup vu de gens du métier. C'est quand même assez tech. Je trouve, après peut-être que toi tu vas me contredire et tu as discuté avec des personnalités beaucoup moins technophiles. Mais en tout cas, oui, sur les clients et les prospects, on retrouve, je trouve, très sensiblement les mêmes profils. Ouais, et puis pour cette édition, j'ai trouvé qu'il n'y a pas beaucoup de retailers, on n'en a pas croisé. C'était vraiment très très écosystème, mais ça va grandir, c'est parce que peut-être justement, comme tu disais, pour le moment, c'est en train de se lancer. Je sais pas si on l'a dit, Jen l'a expliqué, c'est la première édition, donc on leur excuse beaucoup de choses. Pour une première édition, on en parlera en conclusion de ce qu'on en a pensé. Laetitia, on a gardé 4 moments clés ou tendances clés ou sujets clés, on va dire, pour ces 2 jours. Je te propose de commencer tout de suite. Tu sautes directement dedans. Alors tu me disais que c'était pas à tort et à travers, mais l'IA, c'est la première tendance. Alors explique-nous comment. C'est la première tendance parce qu'on a une appétence pour justement cette tendance. Et puis qu'en plus, on veut être bon en SEO, donc on va mettre IA commerce. C'est la seule raison, c'est ça? C'est la seule raison. On est sur le buzz. Mais moi, j'ai trouvé que leur approche de l'intelligence artificielle appliquée au commerce, elle était un petit peu disruptive. C'est pas ce qu'on entend sur les salons. Là, ici, moi, j'ai eu des gens, et notamment, je crois que c'est un retailer, je crois que c'était quelqu'un de chez Mars, qui nous expliquait que de toute façon, l'IA, elle servait uniquement à une seule chose, c'était prédire des tendances du retail et pas autre chose. Et que lui, il voulait pas entendre parler de commerce conversationnel, d'assistant personnel ou de personnalisation. Non. Pour lui, dans son cas bien précis, ça lui servait à détecter et à prédire des tendances. Alors aussi des tendances comportementales des clients. Et ce qui est important, c'est que le groupe Mars, c'est à la fois du B2B et aussi principalement du B2B, mais aussi du B2C. Donc, si tu veux, on n'a pas les cas d'usage assez habituels qu'on voit sur les salons et les conférences de l'intelligence appliquée à l'e-commerce, où on nous dit que ça va tout révolutionner, que ça va être génial. Préparez-vous, si vous n'êtes pas équipé, c'est bon, c'est la fin du monde. Il y avait quelques sessions sur l'IA. J'ai trouvé qu'il y avait des sessions qui expliquaient les use cases et j'ai pas du tout trouvé ça très intéressant. J'ai pas trouvé, c'était pas waouh en termes de use case IA. Ce qui était intéressant, par contre, c'était une session de Commerce Tools qui expliquait un peu leur approche de l'IA. C'est arrivé un peu tard. Bon, c'était en plénière, mais c'était le 2e jour, presque avant la fin de la fermeture. C'était une des toutes dernières sessions d'ailleurs. Et je m'attendais à ce qu'on apprenne des nouveautés, qui nous dévoilent des choses. Et finalement, pour reprendre ce que tu dis, ils ont eu un positionnement assez intéressant. Je sais
pas mes différenciants, c'est qu'ils sont neutres. En tout cas, je les caractériserais comme neutres sur l'IA, avec Kelly, qui, je sais pas ce qu'il a, Chief Strategy, je sais pas quoi. Il est co-founder. Ouais, il est co-founder, mais aujourd'hui, il est Chief Strategy. Voilà, il aime à dire qu'il porte le sujet de l'IA chez Commerce Tools. Et leur approche, il expliquait, il y a trois groupes. Le premier sur les use cases, c'est tout ce qui est gestion de contenu. Et là-dessus, il va dire, nous, on va pas faire de la gestion de contenu, mais on va s'assurer que le contenu où il est, on va le point d'un point A à un point B. Donc, on va s'assurer que la donnée, elle transite correctement. 2, ça va être les décisions, tout ce qui va être justement l'intégration avec les partenaires, l'écosystème dans lequel ton SI se trouve. Donc là, pareil, ils font la tuyauterie et ils s'assurent que tout se passe bien. Et le troisième sur lequel ils se positionnent, c'est ce qu'ils appellent l'enablement. Et ça va être l'accompagnement autour du code, la création de démos, l'intégration, le service, le support, etc. Donc, finalement, assez neutre et assez en retrait, j'ai trouvé, sur ces sujets d'IA. Je me serais attendu à des annonces un peu plus fortes de leur part. Ouais, en même temps, moi non, parce que je pense que c'est un acteur qui est pas dans les big announcements, qui est pas là non plus pour transformer le marché, et de toute façon c'est ce qu'ils disent. On a eu une discussion très intéressante avec le CPO, le Chief Product Officer, qui nous disait, mais en fait nous on va pas vous mentir, on va pas vous dire qu'on va mettre de l'IA partout et que votre vie va être meilleure. Donc sur ça, je trouve que le staff de Commerce Tools est assez aligné. En revanche, les clients, eux, lorsqu'ils en parlent, ils expliquent comment est-ce qu'ils ont utilisé, pas forcément Commerce Tools, mais en tout cas le commerce composable, au profit du commerce conversationnel. Ça, c'est un truc que j'ai entendu partout. Et moi, quand j'entends commerce conversationnel, je me dis, c'est un assistant. Et voilà. Et donc, tu as des use cases, donc peut-être je parlerai un petit peu plus tard, qui sont vraiment dopés à l'intelligence artificielle et plutôt bien fichus. Mais tout ça, c'est rendu possible, on va en parler tout à l'heure, grâce aux facultés du commerce composable, de l'architecture Mac, même si on n'en parle pas finalement beaucoup lors d'Elevate. Mais je crois que c'est plutôt l'utilisation et l'usage que font les clients de l'intelligence artificielle au service du commerce composable qui est plus mis en avant que l'IA tout court. Ils avaient la possibilité de définir des nouvelles tendances, de créer des outils, des use cases, et ils se disent non, les use cases, ça viendra des retailers, et finalement, ils se mettent peut-être en retrait, ils laissent l'écosystème, ce qui est fort, parce que du coup, c'est la force de l'écosystème qui va utiliser son IA, qui va proposer des use cases, des chatbots, de la perso, etc. Mais si j'exagère un peu, moi, je les vois vraiment là ils font de la tuyauterie, quoi. Ils s'assurent que la donnée, elle est propre, elle est de qualité, et puis elle transite correctement. Ils mettent un petit peu d'IA, mais pas beaucoup. Mais donc, finalement, et là où je suis d'accord avec toi, c'est que on n'est pas du tout dans l'overdose de l'IA dans tous les sens. C'était pas l'objectif. Non, et du coup, nous, on est resté sur notre fin, comme d'habitude, parce que nous, on veut des use cases, machin. Bon, voilà, c'est un parti pris, c'est rare aujourd'hui dans l'industrie e-commerce. Et puis, c'est aussi, ça signifie que, en fait, finalement, tout ne va pas aussi vite qu'on le croit, et tout ne change pas en 3 mois ou en 3 semaines ou en 3 heures. Et du coup, quand on parle d'IA, il y a un acteur français qui a racheté une boîte très très fort dans l'IA il y a, je crois, 18 mois, c'est Algolia, et on a eu la chance de les retrouver sur Miami. Alors, dès qu'on rencontre des Français qui sont ici à Miami dans un événement, on se jette sur eux, et puis ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec eux. Donc, je te propose qu'on écoute l'échange qu'on a eu avec David Barth d'Algolia. Et on retrouve David d'Algolia. Hello David. Bonjour David. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va bien, merci. David, qu'est-ce que tu fais ici à Elevate? Moi, je gère le partenariat avec Commerce Tools pour Algolia. Donc effectivement, c'est important d'être ici pour soutenir ce partenariat et le mettre en avant. Ce qu'on cherche surtout, c'est à annoncer notre alignement absolu avec leur vision, qui est en particulier le déploiement de Foundry qu'ils ont annoncé cette année, qui est une façon plus rapide d'implémenter Commerce Tools pour leurs clients. Et nous, on accompagne ça en ayant déployé tout un tas d'intégrations vers Commerce Tools, donc des intégrations qui sont out of the box d'Algolia directement, des accélérateurs. On est dans 24 de leurs accélérateurs. Et aussi, cette semaine, on lance un connecteur qui est validé sur leur plateforme Connect, et donc qui est la fondation de cette logique Foundry d'accélération de ces implémentations. Algolia, on rappelle pour les quelques personnes qui ne sauraient pas, c'est moteur de recherche interne pour les sites e-commerce. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est un petit peu de valider le modèle composable Commerce Tools, à se dire les quelques briques qui sont indispensables quand tu te lances, et notamment le moteur de recherche, et vous faites partie justement de ces sociétés clés. Et en fait, on est le moteur de recherche le plus choisi par les clients de Commerce Tools. On a près de 20% des implémentations de Commerce Tools qui ont étendu leur capacité de recherche avec Algolia, et de pouvoir accélérer ces implémentations-là, ces idées de best of breed qui viennent
avec la philosophie de Commerce Tools. David, qu'est-ce que tu retiens de ce... Alors, on sait que tu étais déjà là hier pour un Partners Day, mais qu'est-ce que tu retiens déjà de ces 2 premiers jours, tant au niveau de ton partenaire Commerce Tools que des clients et des prospects avec qui tu discutes? Je trouve qu'il y a une évolution dans le déploiement de Commerce Tools dans le monde de l'e-commerce. On voit de plus en plus d'acheteurs métiers qui viennent s'intéresser au monde du composable. Et donc, Commerce Tools a énormément pas modifié, mais fait évoluer son positionnement pour répondre à des questions que ces personnes se posent, qui sont un peu moins techniques, évidemment. Et donc, nous, ça nous aide beaucoup parce qu'on a aussi fait ça ces dernières années avec nos offres de merchandising qui sont des outils pour les utilisateurs business et qui s'alignent totalement avec cette logique on a passé cette limite où seuls des acheteurs technologiques s'intéressent aux composables et maintenant le monde de l'e-commerce s'y intéresse. Et donc je trouve que Commerce Tools a toujours été et s'ancre encore plus dans un leadership dans le composable avec nous. Tu nous disais en off que donc hier, c'était le premier jour des partenaires. On enregistre le jour 1, mais en réalité, ça a déjà commencé hier. Vous avez gagné un prix. Tu peux nous en parler? Oui, c'est le prix du partenaire le plus influent. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on est partout dans tous leurs deals, dans leur vision stratégique. Comme je disais, on a plus de 100 implémentations sur Commerce Tools. On est dans plus de 60% des accélérateurs et on est avec eux sur le terrain, dans des deals un peu partout dans le monde. Commerce Tools est en retour la plateforme sur laquelle on a fait le plus de nouveaux business l'année dernière à travers le monde, en Europe et en Amérique du Nord. David, quand tu dis le plus de business, c'est à la fois B2B et B2C? Oui, exactement. On voit beaucoup de traction dans le monde du B2B, des remplacements de plateformes un peu legacy avec ces logiques composables. Et donc, c'est quelque chose sur lequel on va travailler encore plus cette année d'ailleurs. C'est un des focus de cette année pour notre partenariat, c'est comment est-ce qu'on articule une valeur B2B pour leurs clients et nos prospects. Est-ce qu'il y a des use cases particuliers avec Commerce Tools? Parce que tu dis que c'est ton meilleur partenaire. Est-ce que finalement, c'est comme n'importe quelle plateforme e-commerce ou est-ce que tu te rends compte que Commerce Tools, les clients, par définition, vu qu'ils sont composables, etc., ils te demandent des choses différentes et ça drive un peu votre roadmap ou il y a des features particulières qui sont utilisées? Ouais, c'est une question piège parce que pas vraiment. Ouais. Et parce que vous aussi, vous êtes sur une plateforme la réponse est dans ta question. C'est-à-dire que c'est vraiment des logiques composables. Ouais. Et donc, c'est des logiques de best of breed qui permettent d'implémenter tout un tas de... Le use case, c'est le use case classique de catalogue complet, complexe, déploiement multinational, déploiement multilangue, en fait, tous ces trucs-là, quoi, qui sont la base du composable. David, comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus sur toi, sur Algolia et sur la suite de cet événement? T'es un influenceur, tu l'as dit. Hein. Trouvez-moi sur LinkedIn, c'est une façon simple de travailler. David Barth sur LinkedIn. Mais sinon, n'hésitez pas, rendez-nous visite sur algolia.com. C'est extrêmement simple de prendre contact avec l'équipe partenaire. Si vous êtes un partenaire, partners@algolia.com, c'est la meilleure façon d'être aligné avec nos 20 personnes qui sont dans l'équipe Alliance. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter dans les pays où nous sommes. On sera ravis de vous rencontrer. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Avec David. plaisir. Deuxième tendance, l'expérience client. Et je sais, Laetitia, que c'est une tendance qui te touche particulièrement. Alors, l'expérience client, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce qu'il y en avait beaucoup sur ces 2 jours? Il y en avait, mais pas tant que ça. Donc, moi, je m'attendais. T'en veux toujours plus? J'en veux toujours plus. Jamais éternelle insatisfaite. Et je me dis toujours qu'il va y avoir 150 000 clients qui vont venir et qui vont nous raconter comment ils ont révolutionné la customer experience et notamment avec l'intelligence artificielle. Et là, pas du tout. Là, on est tombé sur un acteur américain de la beauty qui s'appelle Ulta Beauty, qui est plutôt assez connu, et en Floride il y a quand même pas mal de magasins Ulta Beauty, donc si vous voulez c'est un espèce de Sephora plus petit, alors pas plus petit mais en tout cas qui a un catalogue beaucoup moindre, mais là où ça rejoint Sephora, si je poursuis l'analogie, c'est sur les services. Et du coup Ulta Beauty c'est un acteur assez important tant online que in-store. Le point qui relie tout ça, c'est comment est-ce qu'ils ont pu faire en sorte qu'un catalogue produit très varié puisse être à la fois disponible en boutique mais aussi en ligne, tout en satisfaisant des clientes, principalement des clientes qui sont inondées d'offres, surtout sur le secteur de la beauté. La beauté, je le rappelle, c'est un secteur archi concurrentiel et surtout aux États-Unis. Leur solution, ça a été de proposer des services additionnels, du service en boutique qu'on peut réserver
en ligne. Et tout ça, c'est aussi rendu possible grâce à un programme de fidélité qui s'appelle Beauty Rewards Program et qui est, il opère dans tout le pays, qui est valable selon peu importe l'état où vous êtes. C'est assez classique. Moi, quand j'entends parler des programmes de fidélité, je suis la première à me dire bon, ok, tu récoltes une pétale pour chaque achat que tu effectues. C'est à peu près ça, sauf que là, ils ont mis bien évidemment de l'intelligence artificielle pour de la prédiction, pour toutes ces choses-là. Et c'est plutôt bien fait, surtout que quand on regarde un peu ce que c'est, ça reste un peu artisanal. Et encore une fois, comment est-ce que tout ça a été rendu possible ? Grâce à du commerce composable, à venir rajouter, enfin pas ajouter, mais en tout cas à composer avec différentes briques. Là, on parle de la loyalty, qui est une brique de la customer experience. Mais j'imagine qu'ils en ont pas parlé, mais derrière, forcément, quand tu as un catalogue très important, tu as un PIM, tu as aussi un DAM, et puis quand tu as des services, tu as d'autres solutions qui viennent s'implémenter. Et pour eux, il n'y a pas eu de crack, il n'y a pas eu de crash, et tout ça s'est fait assez rapidement. Quand on parle d'expérience client, et particulièrement pour Yuka Beauty, ils expliquaient bien aussi la place des magasins, le online et le offline. Donc c'est intéressant. Moi, il y a une stat qui m'a beaucoup étonné, j'ai du mal à y croire, c'est 95% de leurs ventes se font au travers du programme de fidélité, quoi. C'est des gens qui sont encartés qui achètent. Moi, je crois que c'est possible, 95%. Moi, je crois que c'est possible parce que dans la beauty, vraiment... et 95%. Oui, mais non, parce que sur la beauty, vraiment, tout est basé sur la fidélité. Et une fois que tu as conquis et que tu as réussi à fidéliser un ou une cliente, elle part pas, la cliente. Si surtout tu lui fais beaucoup de contenu, tu lui délivres beaucoup de contenu, tu mets de la personnalisation, bon, au pire ça part, mais ça revient. Et je suis pas surprise parce que j'ai fait un épisode notamment avec Oh My Cream qui parlait justement de ça, du pouvoir de la fidélisation. Adrien, qu'est-ce qui t'a marqué toi sur la customer experience ? Je crois qu'il y a eu un cas d'un retailer britannique ancestral. Ouais, c'est John Lewis. Alors c'est un peu de la triche parce que tu vois, c'était première journée, la fin de première matinée sur la session principale, la plénière. Donc on savait, enfin on pouvait s'attendre à ce que ça soit une grosse session. Écoute, je te dis tout de suite, c'est une session que j'ai adorée. Et moi, tu sais qu'au bout de 5 minutes, je décroche si jamais c'est pas quelque chose qui est intéressant. C'est le use case de John Lewis. Alors je me rendais pas compte, je savais que c'était anglais, enfin je connais l'enseigne, mais je me rendais pas compte de ce que ça représentait au UK. C'est le premier employeur au UK. Pareil, j'ai du mal à y croire. 74 000 employés. L'e-commerce, ils font plus de 50% en ligne, donc ils sont, on les voit partout. Enfin, en tout cas, c'est une enseigne historique que tout le monde connaît. Plus de 200 ans. Voilà, c'est ça, exactement. Et puis surtout, ils ont d'autres enseignes. Ils n'ont pas que John Lewis. Je crois qu'il y a Waitrose. Et tout le use case, toute la présentation qui a été faite par Simon et Simon. Donc c'était très rigolo parce qu'ils en jouaient justement. Elle était autour de comment ils sont passés de ces 8 millions de clients qu'ils ont, comment ils ont migré. Et comment tu fais ça sans couture et de manière complètement transparente pour tes consommateurs. Donc ils étaient sur une plateforme ATG et puis ils sont migrés vers Commerce Tools. Ouais, c'est pas vers du Shopify, sinon ils seraient pas on stage. Et ils t'expliquent comment ils ont réussi à tout le faire. Et la raison pour laquelle j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont décrit tous les process. Alors peut-être que c'était ennuyeux pour beaucoup de personnes, mais moi j'adorais parce qu'ils ont comment est-ce qu'on teste, c'est quoi les indicateurs clés pour surveiller que ça fonctionne bien, des indicateurs clés techniques, business, c'est comment on met, c'est quoi les process en interne pour convaincre les personnes. Et tu sais, souvent ce genre de conférence c'est très high level, t'as une boîte avec Monolith à côté, plein de petites boîtes qui font le paiement, le machin, truc. T'as que des schémas dégueulasses. Voilà, et là, pour le coup, il y avait des schémas pas très propres. Et puis surtout, c'est eux qui géraient le projet. Donc c'était pas quelqu'un qui est tout en haut dans sa tour qui va expliquer le truc. C'est eux, ils ont travaillé, ils ont mis les mains dans le cambouis. Tu les sens passionnés, tu les sens, ils connaissent le projet sur le bout des doigts, donc c'est super. Et franchement, j'ai trouvé que c'est la première fois de ma vie que je trouve une conférence technique hyper intéressante et amusante. Attends, faut le faire, quoi. Donc je pense que ils sont habitués. C'est le show. Comment ils ont commencé la conférence, peut-être c'était sympa la vidéo. Eh ben, ils expliquaient que John Lewis, c'est le nom, ils n'ont pas le Twitter nom de John Lewis, @JohnLewis ou X. Et donc, il y a un Américain qui reçoit régulièrement, tous les jours, des demandes de clients qui disent j'ai perdu mon colis, où est-ce que ça en est, etc. Le gars, le savait depuis le fin fond de l'Utah. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'il a un tableau avec les équivalents British English. C'est romancé. Mais en tout cas, oui, il fait le support. Mais surtout, ils en jouent parce que chaque année, il lui envoie des cadeaux. Et puis Twitter a même fait une pub sur lui. Ou c'est John Lewis qui a peut-être fait une pub. Mais je crois que c'est Twitter qui a fait la pub. Donc écoute, très bonne session. Je trouve qu'on a vraiment bien appris beaucoup de choses justement sur c'est quoi dans la réalité, qu'est-ce qui se passe quoi quand on travaille vraiment dans des sujets de migration. Donc super intéressant.
Ouais, ce qui était intéressant, c'est que c'était du retail expliqué par des retailers. Il y avait personne, il y avait aucune solution on stage. Et puis surtout, c'était leur ressenti, leur vécu. Moi, j'ai retenu une chose d'un des deux Simon, c'est que il expliquait que dès lors qu'ils avaient mis en place le commerce composable et donc Commerce Tools, il y avait plus de problème et qu'ils s'interrogeaient en se disant mais en fait, est-ce que je sers vraiment à quelque chose, notamment pendant le peak season où finalement le site ne crache pas, toutes les commandes sont honorées, l'OMS fonctionne très très bien, tout fonctionne bien. Et là, il se dit mais en fait, je sers absolument à rien. Et les conseils de c'est pas un projet, c'est pas des projets techniques, c'est des projets de people, donc il faut embarquer tout le monde, etc. Il y avait tous ces sujets, mais c'est surtout, moi j'ai trouvé qu'il y avait la méthodologie. En tout cas, il t'expliquait vraiment comment c'était fait pas à pas, donc c'est top. On a parlé également de fidélité, de la place des magasins, et justement en parlant de magasins, on a rencontré également New Store qui ont une présence en France. Je sais pas si on les a déjà eu au micro, mais en tout cas, on a eu le plaisir parce que ça nous fait toujours marrer. Ça serait peut-être méchant de dire ça, mais ça nous éclate de voir des Canadiens avec qui on peut échanger. Et donc on a eu Philippe Fréjot avec un accent incroyable, donc qui est très sympathique, qui a accepté d'échanger avec nous au micro pour parler justement de New Store et de POS. Et nous retrouvons Philippe de New Store. Salut Philippe. Bonjour Salut. Philippe. Bonjour. Comment tu vas Philippe? Ça va super bien. Merci Très de bien. m'avoir. Bon Philippe, tout de suite on désamorce le truc. Tu viens pas de Miami, tu viens d'où? Je viens de Montréal, comme vous allez pouvoir voir avec mon accent. Je vais sûrement dire quelques mots ici et là que les gens en France vont avoir de la difficulté à comprendre ou vont rigoler. Mais oui, Montréal, du Québec. On ne rigolera pas, promis. Alors Philippe, qu'est-ce que tu fais ici à Miami? Donc, je suis à la conférence de Commerce Énergie en tout ce qui se passe en ligne versus en magasin, d'avoir ce qu'on appelle un holistic experience. Donc, je suis venu voir des partenaires et des clients. Et Commerce Tools, alors pour New Store, c'est quoi comme partenaire? C'est un partenaire important pour vous ou pas? C'est un partenaire super important pour nous, principalement pour tout ce qui est des large enterprises, donc les gros clients qui cherchent justement des solutions qui sont composables, headless, ou qui sont capables d'aller chercher des technologies best of breed. Donc, d'être capable de créer une synergie entre ces différentes technologies-là, c'est quelque chose qui nous rejoint chez New Store. C'est la fin de l'événement, là, c'est la fin d'Elevate. Philippe, qu'est-ce que tu as retenu? S'il y a un seul takeaway que tu voudrais nous partager? C'est intéressant, c'est peut-être pas la réponse à laquelle vous attendez, mais j'ai ressenti beaucoup que Commerce Tools essaie de pousser, de se sortir le plus possible de la conversation avec Shopify. J'ai ressenti qu'il mentionnait énormément Shopify. Je crois qu'il y a une certaine inquiétude que Shopify est en train de rattraper Commerce Tools, et Commerce Tools a passé beaucoup de temps pendant la conférence aujourd'hui de se sortir le plus possible de ce moule-là ou de cette situation. Donc, je dirais que c'est ça vraiment que j'ai retenu le plus. Je partage ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on nomme plus les habituels, les grands, les historiques, du SAP, du Adobe. Alors, Shopify, moi, je l'entends pas trop, mais en tout cas, je comprends quand il nous parle de SMBs et quand il nous parle d'une stratégie de simplifier. Et là, on se rend bien compte qu'il y a des codes qui sont très Shopify-esque, on va dire, qui sont appliqués là pour Commerce Tools. Exactement. D'être capable de justement de mettre Commerce Tools dans un différent, a different bracket, un different segment, puis de vraiment se positionner comme étant a large enterprise grade solution et de laisser Shopify travailler avec les SMB et le mid-market. Donc, c'était très important pour eux de créer une certaine division de ces deux plateformes-là. On voyait votre logo parce que vous étiez sponsor de l'événement, donc tu es là, mais vous êtes également sponsor. Il y a des annonces particulières ou il y a des choses particulières que vous allez faire en 2024 avec Commerce Tools? C'est une bonne question. Je crois que c'est sûr que New Store est en train d'essayer de devenir de plus en plus headless, donc d'être capable d'aller créer une certaine synergie avec les différents partenaires de Commerce Tools, aller créer comme une expérience composable. Donc New Store est en train d'essayer d'ouvrir nos API le plus possible à tous les niveaux pour être capable de vraiment créer ce qu'on appelle un headless experience. Donc, je te dirais que c'est plus au niveau du développement du back-end qu'autre chose. Et est-ce que l'histoire du composable, headless, Mac, au Canada, ça résonne? Ah, bonne question. Au Canada, on a tendance à être toujours 2-3 ans en arrière. J'ai du mal à y croire, ça fait beaucoup de 3 ans quand même. T'es pas trop méchant, non? C'est vraiment, tu penses, c'est 2-3 ans? J'aime beaucoup mes fellow Canadians, mais on a tendance à être un peu en retrait au niveau des avancements technologiques. On est un peu... on attend de voir ce que les États-Unis vont faire. Et après ça, on digère la situation et comment le marché fonctionne. Et c'est là qu'on commence à développer, à adapter, de justement rentrer dans le composable. Là, on commence tranquillement, pas vite, mais ça a pris 2-3 ans. Alors justement, tes clients, quand tu leur parles de composable, comment est-ce qu'ils réagissent? C'est hit or miss. Donc, soit ils ont peur et ils veulent rien savoir, ou ils sont intéressés et en ont entendu parler et veulent commencer la conversation. Donc, aux États-Unis, la conversation, ça fait longtemps qu'elle a eu lieu. Au Canada, elle commence.
T'en es pas là à définir ce que c'est. C'est juste une histoire ensuite de conviction, c'est ça? On est un peu plus loin que définir ce que c'est du composable. On est un peu plus dans comment est-ce que je peux intégrer ça dans mon infrastructure, dans mon architecture présentement, oui. Philippe, qu'est-ce que tu pourrais nous partager d'assez flagrant sur le marché américain que tu observes? Ce que je vois qui est rendu très, très, très trendy, c'est le développement des applications mobiles et de comment être capable d'intégrer ça dans l'expérience en boutique. Donc, d'être capable de rentrer en boutique et de voir l'application recevoir un push notification avec les réductions pour la journée dans ce magasin. Donc, de communiquer avec les clients d'une manière plus digital que d'avoir un associé qui vient te voir, qui te pose des questions. Ça crée un peu moins de friction, puis on voit que ça converte relativement bien. Il y a de la place pour que chaque magasin ait son app, parce qu'on est déjà inondé d'apps. Tu penses que c'est quelque chose qu'on peut... Je crois que oui, dans le fond, les applications, c'est une manière, c'est littéralement un loyalty program. Donc, ça remplacerait les loyalty programs et ça permettrait aux brands d'être capables d'interagir avec leurs 5-10% de leur meilleure clientèle. Faut pas nécessairement voir une application comme étant juste un transactional tool. Faut le voir vraiment comme une manière d'interagir avec ses clients. Donc, si tu aimes beaucoup Lululemon, par exemple, les chances que tu aies l'application Lululemon sur ton téléphone sont excessivement hautes. Tu vas pas avoir n'importe quelle application, tu vas seulement avoir ceux des brands que tu aimes énormément. Et je crois que c'est important pour tous les retailers de développer leur application mobile. Philippe, j'ai une question qui n'a peut-être aucun rapport, mais tu nous dis qu'au Canada, vous avez 3 ans de retard. Bon, j'ai un peu de mal à y croire parce que vous êtes quand même assez précurseur sur plein de choses. Ouais. La terre de Shopify, la terre de plein de boîtes incroyables. La terre de Drake qu'on entend là. Moi, je pense que c'est exagéré un peu. Les mecs, c'est pas possible. Ou alors nous, on est 10 ans en retard si on suit ça. Mais bon, bref, ok. L'intelligence artificielle, vous en êtes où? Vous êtes vraiment il y a 3 ans ou... Oula, tu me mets en a Vous bad étiez spot. à 3 mois, c'est quand même déjà en retard, 3 mois. Je crois que l'intelligence artificielle a un peu plus c'est un peu plus un boom que le composable. Au Canada, on en entend beaucoup plus parler, mais c'est aussi parce que ça peut régler beaucoup de problèmes, surtout au niveau de la main-d'œuvre. Donc, on en entend parler énormément, surtout dans des fonctions où ils ont de la difficulté à avoir des employés. Donc, c'est là que je vois justement que le Canada va être très, très... Qu'il y a un décalage. Ils vont avancer la conversation à ce niveau-là. Très bien. Philippe, merci beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour te suivre? Est-ce que tu as un LinkedIn que tu souhaites partager? Sur LinkedIn, Philippe Frégeau. F-R-E-G-E-A-U. On mettra le lien. Donc oui, ça serait bien d'avoir des connexions. Super. Merci beaucoup. Philippe. Bon retour. On se voit sur les pistes alors, c'est ça? Parce que t'es un fan de pistes. On va faire du ski. Voilà, exactement. Donc les 2 jours dans l'année où il y a du soleil, où il fait pas très froid. Non, je vais dans les clichés là, c'est pas vrai. En plus, tu nous as invités, donc crois-nous, quand on viendra à Montréal, on viendra te voir. Merci Super. 1000 fois encore de ta gentillesse. Merci beaucoup. Et à plus. Bye bye. Troisième tendance, Laetitia, c'est les cas d'usage, les use cases qu'on a pu voir ces 2 derniers jours. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué particulièrement? Moi, il y a une session qui évoquait un use case génial. Alors, au début, ça parle de B2B, ça parle de telco. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Sauf que, voilà, on avait aussi des British Entertainers qui étaient là et qui nous ont raconté comment est-ce qu'une British Telecom, qui est quand même une marque et un opérateur de télécommunications ancestrale, qui a, je sais pas, aussi peut-être 200 ans, aussi vieux que John Lewis, comment est-ce qu'ils ont opéré déjà un rebranding et puis surtout un rapprochement avec EE, qui est un autre opérateur, et comment est-ce que tout ça a rendu possible le service et le commerce. Et bien sûr, on comprend que derrière, il y a du commerce composable et que c'est du commerce tools. Ils sont partis d'un constat très simple, c'est que les télécommunications, ils ont subi un boom dans les années 90, début années 2000. On est très clairement sur un ralentissement des telcos. Comment est-ce qu'on fait pour se réinventer? Comment est-ce qu'on fait pour se moderniser? Aussi bien dans l'image, aussi bien auprès des people, des clients, et puis qu'est-ce qui va se passer demain pour les télécommunications avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et puis le marché qui est ultra concurrentiel. Donc il y a eu le rachat de BT qui a racheté EE, et à partir de ce moment-là, s'est opéré un rebranding de marque, mais aussi technologique. Ils ont appliqué des méthodes agiles. Ils sont surtout vraiment analysé la data, qui était pas forcément un truc qu'ils faisaient. Et puis, on y revient, le Customer Loyalty Programme qui est arrivé. Alors, bon courage dans les telcos pour mettre en place un Customer Loyalty Programme, un programme de fidélité. En tout cas, moi, si je compare ça au marché français, je sais pas, toi, Adrien, tu as dû passer par combien d'opérateurs télécoms dans ta vie? Tu les as tous fait? Moi, je suis quelqu'un de fidèle, tu vois. Contrairement à certaines personnes. Moi, j'ai une parole, je suis fidèle et je suis sur le long terme. Donc, non, c'est... Ok, bon, en tout cas, il y a un churn de malade dans les telcos, que ce soit en France ou aussi au Royaume-Uni. Et puis surtout, ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que au Royaume-Uni, tout coûtait très cher, en tout cas les forfaits, et surtout,
l'internet à la maison et ils se sont rendus compte que parfois on payait de l'internet alors qu'on ne l'utilisait pas. Typiquement quand on était absent, qu'on était en vacances, qu'on était en week-end, qu'on était en déplacement. Et puis la nuit, on n'utilisait pas ça. Donc ils ont adapté leur offre et c'est comme ça qu'ils ont pu diminuer leur taux de churn. C'est quoi les différences principales avec le retail le plus traditionnel qu'on connaît? Il y a des choses qui étaient spécifiques au telco, parce que là, tu racontes que des trucs qu'on connaît déjà. Non. Alors oui, tu avais quand même une spécificité sur du B2B où il te parlait des entreprises. Comment est-ce que tu vas vendre du forfait à des entreprises? Mais finalement, tu as raison, il n'y avait pas tant de différence que ça entre B2B et B2C. On ne te montrait pas une interface où une grosse entreprise allait acheter du forfait ou allait acheter des gigaoctets. Non, absolument pas. Et pourquoi tu as bien aimé cette session? Parce qu'elle était bien ficelée, parce qu'au début, moi, ça m'intéressait pas, mais je me suis dit, il y a un truc à faire. Je voyais bien l'approche un peu rebranding, un peu marketing. Finalement, on en a parlé peut-être 2 minutes du marketing. Et puis surtout, je voulais voir comment le composable pouvait s'intégrer dans cette stratégie pas du tout à la base agile pour les télécommunications. Et toi, Adrien, le use case que tu as retenu? J'ai pas de use case vraiment qui m'a marqué. Et encore une fois, je veux parler des choses qui étaient cool, parce que les use cases qui étaient inintéressants, ça vaut même pas la peine de les mentionner. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui liait les use cases, et tu t'en as parlé. Depuis le début, tu en parles pas mal. C'est tout ce qui va être la fidélisation, le loyalty, les programmes de feed. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est quelque chose qu'on retrouvait peut-être dans l'ensemble des sessions, peu importe le sujet, que ça soit tech ou pas, commerce tools ou pas, ou n'importe quel client, ça revenait mais constamment. J'ai noté IDC, donc c'est l'analyste qui va t'expliquer la vie et qui va t'expliquer où va le monde. Alors il se trompe 90% du temps, ce qu'il raconte c'est n'importe quoi, mais bon, peu importe, elle va te parler de loyalty. On a rencontré des acteurs qui, les stands, ils parlent tous de loyalty, les agences aussi. Tu trouves pas que c'est un vrai, on le retrouvait partout? Moi c'est une tendance que j'observe déjà, je pense, depuis qu'on était à post-Covid, non? Ouais, post-Covid, post-confinement en fait. Post-confinement, et ça s'est vraiment accéléré. Donc pour le secteur qui m'intéresse particulièrement, la beauté, mais aussi sur le grocery. Tu vois, quand on était à Shoptal Grocery Shop, on en parlait et après ça s'est accéléré à l'NRF. Donc un truc je pense qu'on a dépoussiéré le truc et puis surtout, c'est rendu beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile dans sa mise en place aujourd'hui, notamment grâce au commerce composable. Et puis on a rencontré une boîte qui s'appelle Vucherify qui est aussi spécialisée là-dedans et qui fait que ça. Donc vraiment c'est des sujets. Et puis la deuxième chose sur les use cases que ça m'évoque, c'est finalement et j'aurais pas du tout dit ça avant de venir ici, il n'y a pas que du retail et finalement c'est cool parce que c'est les sujets retail, c'est bon, on les connaît archi par cœur et là il y a du healthcare, il y a du telco, etc. Et on sent déjà que Commerce Tools en a sous le pied avec littéralement avec de l'automotive. J'ai pas vu beaucoup d'automotive, alors je sais que c'est un secteur sur lequel ils sont très forts. Ils vont dans l'industrie, ils vont dans le B2B. Je trouve ça cool dans un salon comme ça de mélanger ces thèmes, ou en tout cas moi j'ai trouvé ça rafraîchissant de voir des choses différentes. Ouais, et puis en plus, ils savent en parler. Donc tu peux pas t'improviser B2B spécialiste comme ça, c'est impossible. La réalité, c'est que ils ont le track record là-dessus et franchement, vous prenez n'importe quelle personne de chez Commerce Tools, ils arrivent à jumper, et même les partenaires, à chaque fois on leur posait la question, ils arrivent facilement à parler à la fois du B2B et du B2C. Et ce que j'aime bien, je sais pas si tu as fait attention, mais moi je fais très attention aux mots qui sont utilisés, c'est quand ils parlaient de B2B, ça veut rien dire B2B. Et donc, il utilisait B2B manufacture ou industrie lourde, etc. Donc, il précisait dans quel secteur, parce qu'on sait très bien que B2B en soi, ça veut tout dire et rien dire du tout. Donc, super intéressant du coup. Et justement, à ce propos, je te propose qu'on écoute un acteur qui fait partie de l'écosystème, c'est EPAM. Et je te propose qu'on écoute Thomas Sellerier qui s'est prêté à l'exercice de passer quelques minutes au micro avec nous. Et nous retrouvons Thomas de chez EPAM. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, on est ravis de te retrouver juste après ta magnifique prestation. Avant qu'on en discute, dis-nous qui tu es et ce que tu fais. Donc, je suis Thomas Sellerier, je suis client partner chez EPAM Systems et donc je suis en charge des clients Healthcare et Life Sciences, principalement sur la côte ouest des États-Unis, mais j'ai également quelques clients sur le Midwest et la côte est. Et EPAM en 2 mots, c'est... Alors, EPAM en 2 mots, donc on fait principalement du software engineering et du custom product building. Et on a également des équipes qui servent nos clients sur la problématique de design de produits digitaux, mais aussi design de produits physiques. Donc, par exemple, on a lancé avec nos clients des produits comme la Reebok Pump ou Swiffer, et dans le monde de la santé,
avec Insulette des pompes pour les patients qui sont diabétiques. Thomas, on te retrouve ici à Elevate. Alors, qu'est-ce que tu fais à Elevate? Donc Elevate, je suis venu donc avec une délégation de 20 collègues en fait, parce qu'on est Platinum sponsor de l'event. IPAM est donc un des gros partenaires de Commerce Tools qui organise Elevate. Et c'est aussi une grosse partie de notre business aux États-Unis, en Europe également, où donc notre practice DEP, Digital Experience Product, travaille en fait avec tout l'écosystème MarTech et e-commerce pour aider les clients à embrasser leur transformation digitale. Et là, sur le salon, il y a des annonces particulières ou il y a des choses particulières qu'on peut s'attendre entre cette collaboration en 2024? Oui, tout à fait. Donc, on a eu en fait hier a été annoncé c'était le Partner Day pour le sommet, le summit, et donc IPAM a été reconnu comme Partner of the Year. Donc c'était une grande recognition pour nous. Et on est aussi donc là, on est sur le booth de IPAM. On lance notamment une offre qui s'appelle Race, qui est en gros un accélérateur pour commencer justement les projets digitaux en 6 à 8 semaines avec nos clients. Donc, on apporte des équipes, des savoir-faire et des accélérateurs pour les aider à démarrer. Et c'est notamment le cas que tu as présenté alors, le cas que j'ai présenté, en fait, on a eu un autre accélérateur, ce qui était que donc le client, en fait, on était en pleine période du Covid. Ils n'avaient pas du tout de présence en ligne et donc ils ont été un peu forcés, entre guillemets, d'aller très rapidement vers le digital. Donc, on les a aidés. Effectivement, on a lancé la solution en moins de 6 mois. Donc, toi, on est en plein Covid. Tu as un client qui arrive. J'imagine que c'est un lead ou voilà. Et tu dis, OK, on va faire ça en moins de 6 mois. C'est ce qu'on fait. Hein. Donc, nous, on est là on est un peu dans des approches time box. Donc, effectivement, on va au rythme du client. S'ils veulent accélérer, on accélère. Et s'il y a besoin d'aller moins vite, on les accompagne dans la durée. Par rapport au retail plus classique, toi, tu es healthcare. C'est quoi les passerelles? C'est quoi les plus grandes différences? Alors, c'est certainement déjà beaucoup plus B2B, même peut-être exclusivement B2B. Mais tu peux nous faire une petite comparaison entre les deux? C'est un peu ce que je racontais dans la présentation. En fait, hein, historiquement, les compagnies B2B ont été un peu plus tardives à se lancer dans les aspects digitaux pour plusieurs raisons. C'est des industries qui sont très régulées, où le partage de données crée également des problématiques particulières. Et puis le fait que, comme je l'ai raconté, en fait, leurs produits sont plus complexes. C'est pas un one-click Amazon. Hein. Il y a souvent des rencontres qui doivent se faire en personne. Il y a des processus de contracting qui sont plus complexes. Et puis pas mal d'interactions avec les équipes de sourcing, de purchasing. Donc il y a plein de raisons, mais donc maintenant je pense que un peu avec la stimulation d'acteurs comme Commerce Tools, IPAM et puis l'écosystème, ils sont en train de rattraper le retard assez vite. J'ai l'impression que les premières années Commerce Tools, on leur tapait un peu sur la tête pour dire c'est bien les Lego, mais en fait j'ai pas le temps, j'ai pas les connaissances et ça me prend du temps de le faire. Depuis 2 ans, ils ont mis l'accélérateur déjà eux en interne et puis ensuite ils ont mis un coup de pression à leur écosystème. Maintenant vous bougez aussi. Tu sens que c'est un vrai truc où ils vous mettent pas la pression, mais en tout cas ils vous disent plus vite, parce que ça veut rien dire lancer en 6 mois. Enfin c'est vraiment un truc qui va peut-être même à l'opposé de le faire bien. On fait pas vite, tu vois. Non, on le voit, c'est sûr. Bon là c'est la première fois que Commerce Tools fait un événement de cette ampleur. Ils ont aussi fait des annonces ce matin sur la communauté des utilisateurs, etc. Nous en fait quand on a lancé Cepheid par exemple, la solution B2B qu'on avait à l'époque à disposition et celle qui est maintenant sont complètement différentes en termes de richesse fonctionnelle. Donc, ils ont vraiment accéléré sur ce segment, c'est sûr. Et on voit aussi qu'ils commencent à venir vers nous plus avec des gens qui commencent à avoir des spécialisations non seulement de la solution fonctionnelle mais verticale et sectorielle. Ouais. Merci beaucoup Thomas. Thomas, comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus, avoir plus d'actualité sur EPAM ou connaître davantage sur ton profil et je vous invite à me contacter donc à l'adresse email thomas_sellerier@ipam.com. Et puis on mettra ton profil LinkedIn également, comme ça les gens pourront et sur LinkedIn également. Merci beaucoup Thomas. Bon Merci salon. à tous les deux. Et on se voit à San Francisco alors pour la prochaine. C'est ce qu'on se dit. Ça marche. Vous êtes les bienvenus. À très bientôt. Ciao. Au revoir.
Alors, troisième tendance, le futur du Mac. Quel est-il? Futur de l'architecture Mac. Ouais, bah alors déjà, et en plus, ça veut rien dire. C'est ça. Est-ce que c'est l'architecture? Est-ce que c'est Est-ce que c'est la Mac Alliance? Est-ce que c'est Commerce Tools et son écosystème? Exactement. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'était une des dernières sessions auxquelles on a assisté. Je pense que beaucoup attendaient cette session-là, puisque principalement, on avait c'est pour ça que la salle était vide. C'est pour on ça. était les seuls, je crois que ça intéressait. Non, c'est pas vrai. On était au premier rang, mais bon. C'est pas vrai. Il y avait du monde. Non, mais c'est important de le souligner. Commerce Tools, c'est l'un des précurseurs et je crois que c'est l'un des acteurs les plus emblématiques et influents de la Mac Alliance. Alors, il faut quand même noter un truc, c'est que le mot Mac, il est remplacé complètement par Composable Commerce. On parle plus trop de Mac. Et alors, Mac Alliance, si on va pas dans des conférences qui sont dédiées, bah finalement, on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais quand tu les écoutes, les grands dirigeants dans leur tour d'ivoire, ils t'expliquent que c'est mainstream. Pas du tout. Enfin, nous, tous les jours, on fait des conférences, on a demandé souvent, où on discute autour de nous et les gens ne connaissent pas. Alors, je sais pas si tu es d'accord avec eux en disant que c'est mainstream. C'est pas mainstream, c'est peut-être mainstream dans leur écosystème. C'est ça, dans leur bulle. Dans leur bulle, oui, tout le monde sait ce que veut dire Mac et tout le monde sait ce qu'est la Mac Alliance. La réalité, c'est que... Sors un peu de chez toi, de ta caverne, et tu verras que non. On en parlera tout à l'heure, mais pour des ambitions de... pénétration de marché sur du mid-market, tu leur parles de Mac Alliance ou de Mac, je suis pas certaine qu'ils soient vraiment au taquet. Donc, mais donc du coup, c'est quoi le futur du Mac? Selon eux. Le futur du Mac, c'est que ils espèrent que ça va être plus qu'un acronyme un jour, et que ça va vraiment être une vraie philosophie technologique et qu'il y aura beaucoup moins de comment on va dire ça, de détracteurs et de dupes. Et de dupes, exactement, et de dupes. Les fake makers, là, on vous connaît. On connaît les noms, c'est ça. Tous ceux qui utilisent Mac, parfois en ajoutant un C ou un H quelque part. Bon, on vous voit, on vous entend. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour être notamment membre de la Mac Alliance et être certifié Mac, c'est que c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais il faut déposer un dossier, il faut être hyper rigoureux, il faut avoir une solution qui est solide. Et aujourd'hui, je sais plus quel chiffre ils annonçaient, mais ils refusaient, je sais plus combien. Oui, 45%. Mais bon, ça veut rien dire ce chiffre, je trouve. Oui, ça reste leur petit chiffre, mais en tout cas, ça veut aussi dire qu'ils acceptent pas tout le monde, quoi. Oui, tout le monde ne peut pas se prétendre mais tu refuses et si 3 mois après tu l'acceptes, bon, je sais pas trop comment c'est calculé. Mais bon, moi, je remets en cause toujours les chiffres. De toute façon. Voilà, c'est l'esprit de contradiction. Voilà. Bon, ce qui revient quand même, c'est cet esprit de monolithique versus Mac, versus composable. On en parle quand même beaucoup. C'est fini le monolithique. Arrêtez de perdre votre temps et arrêtez de perdre votre argent. Le TCO, ça compte. Ça, c'est quand même des critères assez impondérables dans la discussion qu'on peut avoir. Comme ils savent que demain, tous les concurrents ou tous les acteurs vont être Mac, même s'ils n'auront pas le tampon Mac, ils s'en détachent et c'est la première fois que j'ai assisté à une conférence où ils expliquent finalement l'architecture c'est une chose mais c'est avant tout la philosophie. Et donc là on sent que on a un peu le bullshitomètre, il est un petit peu haut parce que c'est une histoire de mindset, de coopération, de culture fit, etc. Ça veut tout dire et rien dire, mais bon, on sent qu'ils sont en train de se structurer et il va falloir mettre des critères un peu plus importants. Ils sont 106 et ils veulent continuer à être une phrase qui est importante, c'est on veut privilégier la qualité sur la quantité. Donc c'est un gros challenge. C'est pour ça qu'ils rejettent aussi 45% des dossiers. Donc c'est vrai que maintenant, après avoir validé l'aspect technologique de la Mac Alliance, on est plus dans un esprit conceptuel, quoi. Si t'adhères pas au concept, moi je trouve que c'est une manière de justifier, de toujours dire non au Salesforce et compagnie, tu vois. Enfin bon, après on me dira peut-être que je suis et d'ailleurs ils ne prononcent pas le nom des concurrents, tu vois. Donc ils ont vraiment créé leur propre écosystème en marge des big giants. En tout cas, à court terme, le futur, la réponse est continuer l'expansion, la croissance avec des nouveaux marchés. Ils me parlaient d'hospitalité, automotive, B2B, etc. Ils se rendent compte qu'ils parlent surtout aux personnes techniques et donc ils veulent s'ouvrir un peu plus aux personnes métiers et notamment au top management. Donc c'est un petit peu ce qu'ils veulent. Et puis le vœu pieux qu'ils ont, c'est qu'un jour ils disparaissent parce que tout le monde aura adopté ça et puis c'est leur mission à la zéro, tu vois, tu as accompli ce que tu as fait et puis tu t'en vas au loin. Mais bon, j'y crois pas une seconde, je pense que le marché bon bref, il y aura toujours du travail pour eux, je m'en fais pas trop pour eux. L'architecture Mac, c'est un écosystème et à ce propos, on vous propose d'écouter Stéphane Simon d'Equino. Et nous retrouvons Stéphane Simon d'Equino sur l'événement Elevate. Hello Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment tu vas Stéphane? Très très bien. Bon, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais et surtout ce que tu fais ici à Elevate? Alors bien sûr, donc moi je suis Stéphane Simon, je suis directeur général chez Equino. Je suis en charge des solutions aussi bien dans l'axe Digital Experience Platform et toutes les solutions autour du e-commerce. Et donc, je suis à Elevate justement pour rencontrer mon partenaire Commerce Tools et voir un peu leur roadmap,
ce qu'ils projettent en termes de stratégie et aussi rencontrer des clients. Est-ce que les dernières annonces qui ont été faites lors d'Elevate t'ont convaincu? Est-ce que tu es assez confiant sur l'avenir du commerce en général? Alors totalement, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même un marché en pleine croissance et toujours en croissance au niveau mondial. Commercetools est bien un des leaders en termes de solutions du marché. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a une vraie volonté de continuer à accroître pour Commercetools et donc d'accompagner leurs partenaires dans cette croissance. Comment est-ce que vous travaillez avec l'écosystème? Parce que c'est un événement qui est très très porté avec les partenaires, les techs. Il y a des boîtes avec lesquelles tu travailles. Comment tu vois Commercetools s'intégrer avec tout cet écosystème? Alors, Commercetools, je pense que l'écosystème partenaire est vraiment très important pour eux parce que c'est justement les premiers à aider les clients finaux à opérer leur plateforme et à l'intégrer à d'autres écosystèmes. L'e-commerce, comme on dit, un landscape est vraiment très très large, très complexe. On peut avoir des PSP, paiements, on a tout ce qui est autour de la supply chain, order management, et j'en passe, et beaucoup, un écosystème très 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 riche. Et donc les partenaires sont très importants dans cet écosystème pour justement accompagner leurs clients finaux. Ça va ressembler à quoi 2024, le partenariat Equino/Commercetools? En France, par exemple, parce que... Bien sûr. Alors, justement, chez Equino, c'est un des partenaires où nous misons beaucoup. On a déjà activé un premier gros client sur Commercetools. Et on a cette volonté de continuer à aller acquérir de nouveaux clients avec Commercetools. Et ce qui est intéressant, c'est un peu l'envie d'aller aussi attaquer ce segment mid-market pour Commercetools et donc faciliter le new business, on va dire, pour Equino et aussi bien pour Commercetools. C'est une opportunité pour vous, le mid-market? Oui, totalement, parce que c'est vrai qu'on a aussi des grands comptes clients, mais c'est très vite saturé, on va dire, et pas tout le temps simple, parce que c'est des ventes très très longues. Généralement, un choix de plateforme pour un gros client du CAC 40, c'est anticipé 3 ans en avance avant qu'il soit vraiment mis en live. Donc, ce sont des longs projets, alors que dans le mid-market, c'est beaucoup plus fast, c'est moins d'1 an, et généralement, on vise plutôt 6 mois de projet pour justement lancer le premier pilote à travers une plateforme e-commerce. Stéphane, le B2B dans tout ça, c'est quelque chose qui vous parle? Alors totalement. Nous, d'ailleurs, on a un bon mix de chiffre d'affaires entre B2B et B2C. On peut dire que de cette façon, il y a un vrai réveil en France autour du B2B. C'était un marché qui n'était pas encore en mouvance, mais on voit bien que tout acteur B2B se rencontre à des freins, on va dire, à travers le digital, de pas avoir de plateforme qui permet de réaliser des actes simples de B2B. Sans outils digital, devient compliqué pour eux de continuer à vendre. Ça veut dire que les acheteurs de leurs clients finaux ont tendance à aller justement voir des acteurs qui fournissent des outils digitaux pour permettre de réaliser tous ces process métiers. Stéphane, un takeaway là de cette journée et demie, de ces 2 jours d'Elevate, quelque chose que tu as appris ou quelque chose qui t'a surpris ou... Ce qui m'a vraiment surpris, c'est vraiment cette volonté d'attaquer ce marché. C'est un nouveau segment pour eux. Totalement un nouveau segment. Et aussi, je dirais aussi cette envie de simplifier leur offre justement pour attaquer ce nouveau marché, car c'est une offre quand même très très large. Ils sont dans le Gartner Quadrant Leader. Et donc, généralement, ces solutions qui sont dans ce segment de marché sont souvent très complexes à mettre en œuvre. Et donc, c'est vraiment cette volonté d'accélérer, de simplifier l'offre et de permettre des intégrations plus simples. C'est vraiment ce qui m'a, on va dire, surpris sur cet événement. Et ça a été accueilli positivement ou pas quand tu as discuté avec les autres partenaires, l'écosystème? Parce qu'on pourrait être assez sceptique de dire, attends, pendant 10 piges, tu as fait du très grand compte et là, tu vas sur un nouveau marché qui n'est pas le tien. Je dirais que totalement, oui, c'est plutôt bien accueilli parce que l'idée, c'est quand même de réaliser de la croissance. Alors, bien sûr, il y aura certains partenaires assez gros qui seront moins intéressés par ce type de cible, mais dans l'écosystème de Commercetools, il n'y a pas que des partenaires de taille, on va dire, mondiale, avec plus de 200 000 personnes. Il y a aussi des entreprises entre 1000, 2000. Voilà. Donc, pour eux, c'est vraiment très intéressant. Et puis même dans l'écosystème Mac, on n'a pas des solutions qui sont capables de supporter aussi que de l'enterprise. Donc
Totalement. Je suis bien en phase et c'est vrai qu'il y a une vraie volonté chez Commerce Tools de toujours prôner cette intégration Mac et donc il y a des solutions de petite taille de marché qui répondent bien justement au mid-market et aussi aux PME du côté France, quoi. Stéphane, merci beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour suivre ton actualité, suivre l'actualité d'Equino? Où est-ce qu'on vous retrouve? Alors, on se retrouve sur LinkedIn. Il y a beaucoup de news de partager. Et on a aussi, bien sûr, notre site web www.equino.fr ou .com, suivant si vous cherchez Global ou France. Merci On beaucoup, mettra Stéphane. tous les liens. Merci beaucoup, Stéphane. Bonne fin au salon. Et toujours dans cette vibe Mac, on vous propose d'écouter François Haguel de Valtech. Et nous retrouvons François de chez Valtech. Bonjour François. Enchanté Laetitia. Bonjour, François. Enchanté. Comment ça va François? Ça va très bien. Très Très beau bien. à Miami. Il fait très beau à Miami. Bon, qu'est-ce que tu es venu faire à Miami? On est à Commerce Tools Elevate. Oui, Commerce Tools, c'est un partenaire à nous depuis plusieurs années. Donc, on est venu rencontrer et nos partenaires technologiques et potentiellement des clients potentiels qui cherchent des solutions. Voilà. François, qu'est-ce que tu fais chez Valtech? Je fais partie de notre équipe Alliance Globale. Donc, je m'occupe d'une partie de notre portefeuille de partenaires, particulièrement dans le monde composable et Mac. Donc, incluant justement les Commerce Tools de ce monde, mais Content Stack, Contentful, Akeneo et compagnie. Et sur le continent nord-américain. Absolument. Alors, ce qui est super intéressant, c'est pour ça qu'on voulait t'avoir au micro, déjà, c'est de pouvoir rencontrer les francophones, mais surtout, tu as une super vision du marché, parce que pour le coup, tu vois tous les ISV qui sont composables dans l'écosystème ou pas, finalement, de Commerce Tools. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de comment est-ce que tu vois ce marché et qu'il a évolué là, ces dernières années, et où est-ce qu'on en est, surtout aujourd'hui, en 2024, sur cet écosystème? Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on est encore dans le early adopter curve, c'est-à-dire la première portion de la courbe. Donc, on voit les champions vraiment émerger et on commence vraiment à voir la curiosité de la part du grand public. C'est-à-dire qu'on vraiment, il y a plusieurs entreprises je pense qu'on a réussi à démocratiser le Mac. Ce qui est complexe, c'est que ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'on sous-estime en entreprise la gestion du changement. Donc, la portion non technologique, mais opérationnelle de l'implémentation, de l'ingestion d'un stack composable. Donc, ça, c'est hyper passionnant pour nous parce qu'on peut arriver à cadrer la conversation autour d'enjeux d'affaires beaucoup plus que d'enjeux seulement technologiques. Tu élèves la discussion, ça devient plus stratégique. Voilà. Là, sur cet événement, est-ce qu'il y a des annonces particulières que vous faites ou que vous avez à faire? Pas particulière pour cet événement-là. Les annonces, en fait, on a déjà des accélérateurs avec Commerce Tools, qui intègrent Commerce Tools et plusieurs autres solutions pour du retail, direct-to-consumer ou pour du B2B distribution. Donc ça, c'est quelque chose qu'on continue de pousser à Elevate. Sinon, on est vraiment là plus pour voir ce que Commerce Tools va annoncer de nouveau cette année et pour, très franchement, trianguler aussi notre collaboration entre, nous, Valtech comme agence, et puis ensuite Commerce Tools, mais le Search Engine, le OMS et compagnie. Donc, c'est vraiment beaucoup plus, je pense, on regarde à consolider, disons, les positions des partenaires. Voilà. François, ça fait 2 jours que tu es présent ici à Miami pour cet événement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens, une tendance particulière qui fait écho à ton quotidien chez Valtech? Oui. Et Kelly Gutch de Commerce Tools l'a très bien mentionné hier sur la scène. Je pense qu'on est à un point d'inflexion, surtout en arrivant avec cette courbe-là du grand public qui commence à être vraiment curieux de l'architecture composable. Il faut qu'on s'efforce en tant qu'industrie de simplifier l'offre et de rendre cette transition-là digeste et relativement facile à accepter pour les entreprises. D'où justement la question de non seulement la technologie, mais aussi la gestion de changement et d'essayer de cadrer ça le plus possible pour aider les entreprises à bien adopter. Alors là, à brûle pour point, qu'est-ce que tu pourrais ou voudrais faire pour justement simplifier? Je pense qu'il y a plusieurs pistes de solutions. On a vu les accélérateurs très, en anglais, ils disent opinionated, c'est-à-dire dans lesquels la technologie est très précisément choisie et immuable. C'est une manière de faire. Je préconise, je dirais, c'est très complexe. Hein? Non, mais en fait, c'est toujours soit tu arrives avec quelque chose, un template, et tu l'appliques, donc tu vas très vite. Voilà. Mais c'est carré, mais au moins, tu as toutes les best practices. Ou soit tu vas à l'autre extrême, tout est custom, les Lego, et il faut trouver le juste milieu. Mais personne n'est là. Il y aura toujours des personnes qui ont le juste milieu et toujours
toujours trop compliqué ou tu es trop enfermé. Exact. Et en fait, à tout le moins dans le type de clients qu'on cherche ou d'entreprises avec lesquelles on cherche à faire affaire, c'est-à-dire enterprise grade, là, 1 milliard et plus de chiffre d'affaires par année, disons, pour le cadrer comme ça, il n'y a pas de solution unique qui peut faire l'affaire sur tous les use cases. Ça n'existe simplement pas. Il y a des subtilités qu'on n'a pas le choix d'adresser avec un client ou un autre et qui demandent un certain niveau de customization. Donc, c'est là toute la complexité de cette balance-là entre mettre tout dans une boîte avec un bel emballage d'un côté ou au contraire essayer de composer tout from scratch et vraiment de passer à travers toutes les étapes qui sont nécessaires à choisir la bonne technologie, dans quel ordre on l'introduit, comment est-ce qu'on s'assure de pouvoir opérer, optimiser la business pendant qu'on introduit cette nouvelle technologie-là et ensuite comment est-ce qu'on s'assure que nos équipes adoptent cette nouvelle technologie-là qui est souvent un shift complet de lentilles, si on veut, en termes de publication de contenu, en termes de gestion de produits et compagnie. Donc, Bah justement, là, tout ce que tu dis, ça m'évoque un case que j'ai vu ce matin, celui de Mars, qui est l'un de tes clients. Oui. J'ai l'impression qu'ils utilisent tout ce qui est composable. Ils sont full composables. Absolument. Non. Puis Mars, en fait, c'est un exemple idéal. C'est le client idéal. Notre client a choisi Commerce Tools en premier, puis ensuite a vraiment résolument décidé de bâtir probablement un des premiers environnements complètement Mac pour du direct-to-consumer. Et en plus, moi, ce qui me passionne de ce projet-là, c'est que ça vient juxtaposer d'un côté le côté composable et de l'autre côté l'expertise qu'on a eue dans ce que j'appelle des digital factories. Donc, bâtir une fondation qui aujourd'hui est prête pour une marque, mais qui est déjà prête et préconfigurée pour adresser l'ajout d'autres marques, l'ajout de nouveaux marchés, de permettre à la marque centrale de garder un contrôle sur son produit, son expérience numérique, mais en même temps de donner à chacun des marchés une certaine souplesse dans les promotions, dans la gestion du catalogue et compagnie. Donc ça, c'est une balance qui est hyper intéressante. C'est passionnant à planifier comme projet aussi avec les clients. Toi, tu as une bonne vue de l'écosystème. Il va où ce marché du composable dans ta boule de cristal? Qu'est-ce que tu peux nous dire là ces 12-18 prochains mois? Parce que tu parles avec tous les channel managers, tu vois tout cet écosystème, donc tu dois avoir un bon ressenti du marché, dans quelle direction il se dirige. C'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est en même temps un marché qui a des joueurs individuellement très matures. Commerce Tools est une plateforme absolument enterprise, résolument enterprise, mais en même temps, comme industrie, on est assez adolescent. C'est-à-dire qu'on est en train de à peine 10 ans. À peine 10 ans. C'est rien. J'ai pas le terme français. We're préado, figuring ça, out where we're going. grand enfant. On est en train de bâtir l'avion en vol, en fait, d'une certaine manière. Donc, je pense qu'on est encore dans une période, selon moi, de essai-erreur en termes de go-to-market, donc d'aller vers le marché. Mais en même temps, on commence finalement à être mature du côté, justement, des accélérateurs de l'écosystème et compagnie. Donc, on est vraiment à un point d'inflexion, je pense, où le go-to-market va vraiment se spécifier puis se solidifier entre les joueurs dans les prochaines années. L'image que j'ai, moi, c'est comme l'association d'étudiants qui s'amusaient, qui faisaient un truc, et maintenant, ça devient une société, une start-up, une société, ça commence à scale. Ouais, et on exact. est là, parce que tu vois, on a toujours là les mêmes founders qui sont là, qui en parlent, mais c'est incroyable de voir la croissance et que ça commence à se structurer, devenir professionnel. On a entendu tout à l'heure avec Laetitia dans la conférence, il y a 10 employés full-time dans la Mac Alliance. C'est incroyable, 10 personnes qui sont payées full-time à review les vendors, etc. Ouais. François, merci beaucoup. Comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus sur toi, sur Valtech? Je vous invite à déjà visiter valtech.com. Et aller voir quelques-unes de nos études de cas. Sinon, on va être présent à plusieurs événements, autant en Amérique du Nord qu'en Europe. ShopTalk Europe au mois de juin. Tu y seras? Mac 3. Je sais pas si j'y serai personnellement. Okay. J'ai levé ma main, comme tout le monde qui veut aller à Barcelone. On va parler à ton boss. On va lui demander que tu viennes. Et sinon, contactez-moi sur LinkedIn. Ça me fera plaisir. On mettra tous les liens en note de l'épisode. Merci 1000 fois encore une fois. Bonne fin de salon. Merci beaucoup, François. Merci à vous. Laetitia, on arrive à la conclusion. Le meilleur moment, c'est ce que les gens attendent. C'est ton avis sur cet événement. Alors, on est découpé en 3, quoi. L'événement, on l'a conclusion sur l'événement, sur les tendances qu'on a pu voir et puis sur l'écosystème. Commençons par l'événement, par exemple, Laetitia. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Pour une première, c'est plutôt bien quand même. C'est dur d'organiser son premier événement à la fois axé sur les partenaires, sur la communauté, sur l'écosystème, à l'autre bout du monde, à Miami. Surtout quand ton premier marché
marché, c'est pas forcément le continent nord-américain. Et pourtant, les gens ont fait le déplacement, les clients sont venus, les prospects, j'ai quand même le sentiment, pas trop, mais c'est normal, c'est une première. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien ficelé. On sent l'organisation à l'américaine et on sent aussi l'influence très germanique, l'ADN de Commerce Tools. Voilà, la communication est millimétrée et puis surtout, on n'est pas là pour ni pour pleurnicher ni pour descendre les concurrents. Ouais, sur l'événement, moi j'avais noté que je me serais attendu à plus d'annonces, surtout que c'est leur premier événement. Enfin, ils avaient fait d'autres événements, mais on va dire la première édition, c'était le moment pour faire des grosses annonces et les annonces qui tournaient autour de PayPal ou autour de ce playbook B2B ou la communauté. Voilà. Ouais, aussi. la communauté, mais bon, c'est une extension de ce qu'ils faisaient déjà pour les développeurs. Bon, j'ai trouvé ça pas ouf. Et après, tu me diras, quand on va à d'autres salons, parfois il n'y a pas d'annonce, c'est juste du recyclé. Hein. Donc finalement, si c'est annonce pour faire des annonces, ça sert à rien Moi, aussi. je pense qu'on a été mal habitués. Franchement, quand on va à tous les salons, on reçoit toujours le petit PR, et big announcement, et voilà, et normalement. Là, il n'y a pas d'annonce. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait d'annonce, en fait? C'est pas obligé de créer un événement pour faire des annonces. Donc, moi, ça va. Et je trouve que tout le discours qu'ils ont eu, il est là pour rassurer le marché et l'écosystème. Donc, c'est job done, en fait. Il n'y a pas besoin d'annoncer que on va faire des choses de malade mental. Donc, non, pour moi, c'est pas grave qu'il n'y ait pas de big announcement. L'autre chose qui est plutôt bien, c'est que finalement, sur les 650 personnes, quand on a l'habitude de faire des événements où il y a des milliers voire des millions de personnes, là, sur un petit comité, on va dire ça comme ça, c'est facile de parler aux gens. Et c'est facile on y a un accès très facile à des C-level. Donc, c'est très bien. Et je crois que c'est aussi l'ADN de Commerce Tools, l'accessibilité et je dirais, je sais pas si c'est la complicité, mais en tout cas, on peut parler 45 minutes avec un CPO, ça c'est facile, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Sur l'audience, comme c'était très majoritairement écosystème, c'est surtout des responsables partenaires qui sont là. Donc, c'est leur boulot de faire de networker, des commerciaux, c'est pareil. Donc, les gens sont tous très, très, très ouverts. Je suis d'accord. Je trouve, cela dit, qu'il y avait en dehors des conférences où ils présentaient, il y avait très peu d'enseignes, de retailers. Mais sinon, en tant que tel, sur l'événement, le contact était très facile. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y aura toujours un peu cette vibe de la première édition où tout n'est pas parfait, il y a des petits loupés, etc. Mais on s'en fout parce que c'est la première édition et on sait que ça va s'améliorer avec le temps. Donc je suis d'accord avec toi sur finalement le networking, c'est le plus important. On s'en fout où on est. S'il y a la bonne ambiance, c'est ce qui compte. Alors Adrien, on a développé l'aspect événementiel maintenant sur les tendances. Ouais, c'est quoi ta conclusion? En conclusion, moi j'avais noté deux choses. C'est la loyauté que j'ai retrouvée dans c'est ça, la fidélité que j'ai trouvée dans toutes les sessions, dans les tags, dans les use cases, etc. On en a parlé tout à l'heure déjà, donc je trouve ça super intéressant. Et en plus que Commerce Tools le mette en avant. Enfin, que tout le monde le mette en avant finalement. Donc ça remet un peu, tu sais, ça fait 20 piges qu'on nous dit il faut un client existant, etc. Ça coûte moins cher, ça rapporte de l'argent, etc. Mais là, de toute façon, t'as plus le choix parce que ça coûte tellement cher l'acquisition de clients. Donc tout le monde est dans la merde. Donc il faut travailler sur ses clients. Il faut vraiment les chérir. Et en plus, on est de plus en plus exigeant, etc. Bon, je refais pas le monde, mais on sait pourquoi c'est important. Et le deuxième sujet, c'est B2B. C'est tellement dangereux et périlleux de mélanger du B2C et du B2B, de le faire correctement avec B2B. Quel B2B tu veux faire? Et franchement, ils l'ont fait. Et une des manières qu'ils ont résolu le truc, c'est de faire des sessions, des track sessions, je sais pas, une salle où toute la journée il y avait des petites sessions sur B2C, une autre salle où il y avait que du B2B, et donc tu pouvais aller d'une salle à une autre. Donc je trouvais ça aussi très très cool, quoi, qu'ils essaient pas de cacher ça. Il y a du B2B, il y a du B2C, donc tu t'y retrouves. Donc finalement, ce que j'essaie de dire, c'est que c'était cool de retrouver ces sujets qu'on a on les voit dans les autres salons, mais pas mis en avant de cette manière. Donc j'étais plutôt content. Et toi, sur les tendances, il y a une tendance qui t'a fait waouh? Je vais rebondir sur ce que tu disais. Moi, je trouve que cet événement a su marier complètement les aspects de B2B et de B2C. C'est très dur. Je trouve que dans certains événements, on parle très mal du B2B. C'est toujours un peu le parent pauvre. Puis c'est jamais sexy. Là, pour une fois, on a réussi à rendre sexy le B2B avec des vrais use cases. Et surtout, avec des marques qui peuvent être un peu vieillottes, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ou des marques très locales. Donc, ils ont réussi vraiment à rendre ça intéressant. En tout cas, moi, pour l'aspect marketing qui m'intéresse le plus, le job est fait. En revanche, là où je suis un peu, c'était vraiment ma crainte. Ouais, ça reste un truc un peu technique, un peu techos. Sur les aspects métiers et surtout sur le marketing, c'est un peu mis de côté, mais je suis persuadée et très confiante que pour la prochaine édition, l'aspect métier prendra peut-être pas le pas, mais en tout cas sera pas très loin derrière les aspects techniques. Je veux juste rebondir, ils te disent qu'ils vont pas parler technique, mais en fait ils savent pas ne pas parler technique. Non, ils savent pas, c'est leur ADN. C'est ouf quand tu vois les slides, quand tu vois le contenu, etc. Même comment ils le présentent. Mais même leur manière de parler. Voilà, exactement. L'ADN, c'est tellement imprégné dans leur truc. Il y a des slides qui étaient dégueulasses et tu dis mais c'est sérieux, mais en fait
c'est juste des cubes et ils font des trucs. Alors le propos est super intelligent et on s'en fout sur la forme, mais complètement d'accord avec toi sur ça va être dur pour eux de se détacher complètement et de savoir parler métier, business. Ouais. Et puis l'autre aspect que je retiens sur ces tendances, c'est le commerce conversationnel et pas de l'IA commerce. Là, on est vraiment sur une tendance, le commerce conversationnel. Et encore une fois, c'est très loin de votre petite Amazon Alexa ou toutes ces choses-là. On n'est pas sur du commerce vocal, mais on est vraiment sur du conversationnel. On en parlera davantage, je pense, lors d'une autre session qu'on animera avec Adrien. Mais c'est vraiment comment est-ce que je vais pouvoir capter le client dans tout son tunnel, dans tout le parcours utilisateur, parcours client. Comment est-ce que je vais pouvoir converser avec lui? Comment est-ce que je vais pouvoir le capter? Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Je reste un peu sur ma faim parce que finalement, on l'a survolé. Sur cet aspect IA, finalement, j'ai l'impression qu'il laisse tous les autres acteurs courir. Shopify avec son agent conversationnel, Salesforce avec Einstein, Adobe avec Firefly, enfin tous les outils qu'ils ont. Bref, tout le monde va à fond. Et eux, finalement, ils attendent. C'est peut-être smart aussi, tu vois. Oui, ils sont archi prudents. Ouais, ils sont prudents, ils regardent et puis ils savent que moi, il y a une chose que j'aime bien dire, c'est tu surestimes l'impact à court terme de le Generative AI, mais tu sous-estimes l'impact à long terme. Donc, s'ils sont dans la réflexion, ça fait quoi 6 mois de plus d'attendre et de regarder vers où on tourne. Et si tu regardes d'ailleurs, du coup, tu vois, je leur donne raison malheureusement parce que ça m'énerve, mais il y a 12 mois, tout le monde était on fire sur Generative AI, ça allait dans tous les sens, ça allait n'importe où. Là, on s'est calmé, donc tu vois, il y a une certaine maturité. Donc, ouais, ils ont peut-être raison. Adrien, le troisième point de cette conclusion, c'est sur Commerce Tools pour toi? Ouais, alors bon, l'écosystème au sens large, mais moi, Commerce Tools, 2 réflexions. Alors, je vais pas dire c'est super, c'est génial. On serait pas là si on trouvait pas que c'était cool et une bonne boîte et une techno intéressante, etc. La première chose, je vais le redire encore une fois, c'est le positionnement sur Gen AI. Moi, en tant que geek, j'aimerais bien voir des trucs qui sortent en avant-première, qui travaillent sur des trucs de fou furieux. Ils sont tellement en avance sur tellement de sujets. J'aurais aimé qu'ils se positionnent plus, mais ils ont une autre approche. C'est une autre philosophie. Donc, c'est à noter. Et la deuxième chose, c'est leur positionnement de mid-market. J'y crois pas une seconde. Alors, je leur souhaite tout le meilleur, mais voilà, je suis très, très curieux de voir comment, de leur positionnement, ils vont arriver à descendre et à intéresser, tu vois, des NVB ou des enseignes qui sont plus petites et qui pourraient se dire, je vais aller sur du Commerce Tools. Voilà, je suis un peu sceptique. De toute façon, toi, t'es sceptique sur du Shopify qui va aller sur du grand compte. Ah bah oui, 100%. Sceptique sur du Commerce Tools qui va aller sur du mid-market. Exactement. Ton ADN, elle est où? Ta culture, elle est où? Où est-ce que tu as commencé ta solution? Et c'est très, très difficile de bouger dans un sens ou dans l'autre. On pourrait dire que c'est plus facile d'aller dans SoundCloud, mais non. Donc, ouais, hyper sceptique. Donc, on verra où ça va nous amener. Et toi, alors, sur Commerce Tools ou sur l'écosystème? Alors, sur l'écosystème en général, moi, je suis très contente. Ça me met le sourire aux lèvres de voir un écosystème fidèle et ravi. Ici, personne n'est là pour... Tu sais, dans les événements, tu as toujours quelqu'un qui va critiquer la solution, qui va pas être content. Il n'y a pas assez de leads, il n'y a pas assez... Non, mais là, ici, tout le monde est content, en fait. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est à Miami et que le cadre s'y prête, mais en tout cas, on a discuté qu'avec des gens contents et ravis à la fois de l'événement et de la solution. Enfin, ils sont vraiment acquis à la cause technologique, au projet, philosophique aussi de la Mac. Donc, ça fait plaisir, en fait, juste d'avoir des gens qui sont contents. Je suis tellement d'accord avec toi, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça sur une boîte, tu vois, qui est unanime. Toutes les boîtes, elles clivent, tous ces gros acteurs. Ils sont gentils en plus. C'est pas des espèces de gros manias ou des gourous. Enfin, tout le monde est hyper accessible, comme on le disait tout à l'heure. Donc finalement, il y a quand même un climat plutôt cool et apaisé. On pourrait se dire que les gens qui viennent ici à Miami sont déjà peut-être acquis, etc. Mais on leur parle, tu vois, des agences, elles travaillent sur plein de plateformes avec plein d'acteurs. Toutes les techs qu'on a vues, elles travaillent avec tous les autres concurrents aussi. Et je suis d'accord avec toi, c'est incroyable. Et puis en plus, ils sont tous demandeurs de plus. Ils en veulent plus. Ils veulent plus d'événements, ils veulent plus de tout. Ils sont prêts à investir. On aime bien poser les questions qui fâchent, tu vois, essayer de creuser tout ça. Non, ils sont tous unanimes pour dire non, c'est super tech, on investit, on y croit, c'est cool. Et l'histoire du B2B, ils sont complètement acquis à la cause. Je suis le seul à ne pas y croire. Ils sont tous et en fait quand tu regardes un peu plus, bon là on n'a pas le temps de développer le truc, mais il y a peut-être une carte à jouer effectivement, parce que l'écosystème aussi il a besoin d'aller vers le mid-market ou vers d'autres secteurs. On est aux États-Unis et aux États-Unis le B2B a déjà plusieurs temps d'avance et on se rend compte que c'est possible, et on se rend compte aussi que c'est possible avec du composable. Donc je pense que peut-être que ton esprit un peu... Non mais je vais dire mid-market et pas B2B. B2B ils ont raison d'y aller à fond, c'est incroyable, mais mid-market, même l'écosystème il a besoin d'aller. Donc écoute, autre chose Laetitia sur l'écosystème? Ouais, autre chose qui m'a ravi, c'est que finalement on parle pas de Mac. T'avais aucun partenaire qui parlait de Mac. On parle de composable. Je sais pas si ça doit me ravir, si je dois me réjouir de ça, mais c'était quand même une de mes appréhensions en me disant oh là, on va être biberonné Mac et on va encore redéfinir cet acronyme. Non, c'était pas le cas. En revanche, focus composable. Et je pense que là, ça fait effectivement partie de la stratégie pour conquérir d'autres marchés et d'autres cibles telles que du SMBs. Et puis l'autre chose qui fait plaisir, c'est que finalement, on s'en fout des concurrents.
on les cite pas, on n'est pas là pour les dégommer, ils font leurs petites affaires dans leur coin et c'est très bien et ça va très bien à Commerce Tools. Chacun à sa place. Ça se voulait un événement global e-commerce, donc du marché. Est-ce que la mission est remplie sur ce positionnement-là? Presque, ça manquait quand même un peu de use case européen, hein, je pense. S'il y avait eu ça, ou peut-être même de use case EPAC par exemple, ou IMIA, où je pense que sur l'IMIA en tout cas il y a quand même pas mal de use case, un petit peu plus de B2B, mais finalement oui, allez, ça remplit le truc. Franchement, c'est si je dois pinailler. Hein, moi je trouve que, bon, encore une fois, en une journée et demie, enfin en 2 jours, tu peux pas tout remplir, mais si tu voulais vraiment être global sur l'e-commerce, des sujets comme social, on n'en a pas parlé une seule seconde, les consommateurs, Gen Z, etc. Bref, il se passe tellement de trucs, tout ce qui se passe en termes macroéconomie, on n'en a pas du tout parlé. Donc si tu veux essayer d'être transverse, d'être 360 et de pas juste de parler de Commerce Tools et ta plateforme et ta solution, il y a d'autres sujets qu'on aurait peut-être pu amener. Mais encore une fois, le truc, c'est première édition, il y a eu l'analyse qui nous a parlé du marché, donc il y a eu un petit peu de ça. Laetitia, est-ce qu'on revient l'année prochaine? Parce que si on est invité, est-ce qu'on revient déjà? Si on est invité. Parce que si on n'est pas blacklisté. Moi, je pense que je reviendrai, quoi qu'il arrive, hein, parce que j'aime bien Miami, c'est quand même sympa, travailler au soleil. Et puis, c'est toujours sympa d'être vraiment ancré dans un écosystème qu'on pense maîtriser, mais finalement, pas tant que ça. Et qui regarde beaucoup aussi ce qui va se passer. Il est indéniable que Commerce Tools est un acteur pionnier sur ce marché, qui regarde et qui ils se reposent pas du tout sur leur laurier. Donc c'est toujours agréable d'écouter leur questionnement. Et alors Laetitia, c'est quoi la suite pour nous? La suite, c'est qu'on vous a pas tout dit dans cet épisode. On peut et on veut vous en dire davantage. On organise une masterclass, alors qui n'est pas uniquement dédiée à cet événement Elevate, mais qui est plutôt dédiée à ce qui se passe, les tendances aux États-Unis, parce qu'on n'a pas fait qu'assister à des conférences durant Elevate. On a aussi visité, pas le pays, mais des magasins assez emblématiques en termes d'innovation tech retail. Et on a le projet de vous en parler. C'est quand, Adrien? C'est le 2 mai prochain. Et comment jeudi ça s'appelle? Matin. Ça s'appelle je sais pas. La masterclass de l'e-commerce. C'est ça, exactement, c'est ça. Et peut-être un point important, c'est que effectivement là on a peut-être dit, on a pris beaucoup de notes. Est-ce que ça sera rediffusé, Laetitia, la masterclass de l'e-commerce? Ce ne sera pas rediffusé. Vous avez une unique chance d'entendre tout ce qu'on aura vu et entendu. C'est le 2 mai matin. C'est de 9h à 10h30, 11h. Ça coûte combien? Ça coûte rien du tout. Alors c'est un format petit déjeuner. Ce format petit déjeuner, vous avez juste à payer votre petit déjeuner. Voilà. Un petit déjeuner parisien, c'est 20 balles. Hein. 10-20 balles. Non, c'est combien? Là, on est plus sur du 10 €. Ah, ok. C'est bien alors. C'est plutôt cool. Et après, vous n'êtes pas obligé de consommer. Vous pouvez venir vous asseoir et prendre un verre d'eau. Voilà, vous avez le droit aussi. Et vous payez pas, Laetitia, vous on payez le n'oblige reste. pas à la consommation, ne vous inquiétez pas. Mais bon, c'est quand même plus sympa de prendre un café avec le café de l'e-commerce. Oui, le point, c'est que c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est surtout ça. C'est pas juste retailer, juste ci, juste ça. C'est pas femme, retailer, grand compte. Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Venez toutes et tous. Exactement. On a plein de choses à partager avec vous. Donc merci à tous pour cet épisode spécial qui était un petit peu long mais qui nous faisait très plaisir. Et puis la semaine prochaine on vous dévoile rien, mais il y a aussi un épisode spécial, on vous réserve plein de surprises. Sur un autre continent. Adrien, avec qui tu discutais quand on a terminé je sais plus quelle session c'était. Sur le futur de la Mac, justement. J'étais j'étais fanboy. En fait, j'ai fait ce que à moi on me fait de temps en temps. J'ai reconnu une personne qui était juste. Alors, je l'ai reconnue à la voix. Non, je te jure, en fait, je vais faire exactement ce qu'on te fait à toi. Alors, plutôt. Tu vois, non, mais des fois, on reconnaît à la voix, la personne, elle se retourne. Ah oui. Et j'ai fait cette phase. J'ai fait cette phase. Les gars, je le connais. Je dis, mais cette voix, c'est pas possible. Je vois son badge. Jason Goldberg, il faisait partie de Marocco année 1. C'est un podcasteur, un expert e-commerce. Ça veut rien dire expert, mais bon, on va dire. C'est un big boss et publiciste. Bref, il est là. Voilà, beaucoup d'expérience dans le retail et dans l'e-commerce. Donc, alors, il était là. Tu reconnais sa voix. Qu'est-ce que tu fais? Là, déjà, je tremble. Je commence à transpirer, je commence à perdre mes moyens. Non, je rigole. Je me dis, celui-là, je vais le pécho à la fin, dans un coin, il va pas comprendre. Et quand ça se termine, en fait, je lui dis exactement ce que j'aimerais qu'on me dise, ou quand parfois on me le dit, tu vois, de l'autre côté. Donc je lui dis, écoute, je m'appelle Adrien, je t'écoute, c'est super ce que tu fais. Je lui fais ma petite déclaration d'amour. Je crois qu'il s'en fout complètement. Il me dit, c'est bien et tout ça. Je lui demandais est-ce qu'on peut faire un petit selfie. Il était content. Et puis voilà, c'était mon petit moment groupie, mais ça m'a fait plaisir. Tu vois,
ça fait du bien de dire à quelqu'un qu'on Tu l'a l'avais pris. jamais vu sur Non, les je l'ai événements, jamais c'est la vu. Et première par fois contre, je vais te dire un truc. Adrien, son ego, il y a très peu de personnes que j'estime énormément en expertise e-commerce. Il fait partie des top 5 tout de suite. Il est tellement smart et puis il a la bonne attitude, il est marrant. Enfin, marrant de geek, hein, donc il est pas du tout marrant pour moi, non. Voilà, non. Il va rigoler des chiffres d'Amazon sur leur marge, tu vois, un truc comme ça. Waouh. Comme Ce ça. mec passe des sacrées soirées. Bah oui, mais si à chacun on a les soirées qu'on veut, hein, tu vois, là c'est hyper dédaigneux ce que tu dis. Bon bref, donc hyper bon moment, ça m'a fait ma journée, franchement, j'étais trop content de T'as le pris une voir. photo avec lui? Je lui ai fait une photo avec lui, je lui ai pas envoyé de message, on s'en fout, mais bon voilà, c'était, je vais peut-être, ouais non, c'est cool, j'étais très content. Il m'a sûrement oublié, etc. Mais c'est marrant de podcaster à podcaster. Ah, j'ai une autre phase. On m'a confondu avec un autre podcaster, Rick Watson. Alors j'ai pas du tout la même tête que lui. Ouais, bah lui c'est une superstar, c'est la Oui. star des réseaux Après, sociaux, etc. imagine Rick Watson ici à Miami à Elevate. Il y a waouh. juste des lunettes, c'est un mec et peut-être des cheveux bouclés, tu vois. C'est le seul truc, donc aucun rapport, mais c'était rigolo. Toi, t'as eu un instant groupie, t'as rencontré quelqu'un de ouf ou on t'a reconnu? Ici à Miami, non, bah, c'est ce que j'aime bien. Je suis incognito. Non, mais attends, je raconte la phase. On est dans la rue, les gens te disent bonjour. Adrien, c'est génial. Les gens me disent bonjour, je crois que j'ai du succès, etc. Non, j'ai ils jamais dit ils disent bonjour à tout le monde. Même le vieux me disait bonjour. J'ai jamais dit ça, je l'ai jamais Max, tu me dit racontes, ça. c'est ça. C'était comme une folle que les gens te J'ai disent bonjour. Tu comprends pas que les gens sont juste gentils. C'est en mode village à Miami, on se dit bonjour, quoi. Tout de suite, on melon. Enfin, Mais bon, pas bref. du tout. Vas-y. Et l'hôtel, alors tu t'es spammé par l'hôtel comme moi ou pas? Bah moi je prends pas ça pour du spam. Franchement Non, je trouve rigole, ça en plus, trop je dis ça bien. rigolant. C'est clair. Ils sont mais aux petits soins. Customer J'ai jamais vu experience ça. du Harlow Hotel Miami, génial. On a déjà vécu ça à New York où ils étaient déjà bien. Mais alors là ils t'envoient un petit message. T'es là, t'es tranquille, t'as ta conférence. Est-ce que vous voulez que je vous fasse votre lit ou non? Vous avez besoin de plus de serviettes? Ouais, t'as non changé 3 fois de chambre, tu te plains tout le temps. La princesse, la mariée, elle change 3 fois. L'eau, elle est pas assez chaude, la clim, elle est trop forte, les machins. Bah ouais, mais voilà, mais loyalty programme. Hein. Ouais, Mais donc ils t'envoient des petits. Est-ce que tout va bien? Quelle Et note bah, tu mets, etc. Exactement. Ils prennent vraiment soin de moi et franchement, big up à cet hôtel. Non, ça Harlow blague pas du Hotel, tout. c'est une Ils sont chaîne. au top. Ils sont au top. C'est ouais, limite, ils t'appellent pour te demander conciergerie, est-ce que tout va bien, etc. Non, mais Donc, moi, ils me l'ont fait encore ce matin. Est-ce ils que t'ont vous avez appelé? besoin de quelque Non. chose en particulier aujourd'hui, Laetitia? Ah ouais? Mais SMS ou ils t'appellent? SMS. Ah ouais, J'ai d'accord. répondu à un SMS. Et donc, ils m'ont répondu. Ah le ouais, waouh. SMS de ce que vous voulez qu'on fasse votre lit, vous avez besoin de serviettes supplémentaires. Au début, je me suis dit, bon, je vais pas Non, répondre. tu penses que c'est parce qu'on reste plusieurs jours? Si on serait resté qu'une seule journée, ça aurait été pareil? Alors, je pense aussi qu'ils ont un track record de New York. Tu crois? Bah oui, on a Ah, j'en sais enregistré. rien. Et, Ça, il faudrait oui. leur demander. Oui, mais Bah nous, oui. on a 50 mails. Donc, je suis pas certain. Non, moi, que- c'est toujours avec le même mail. Donc, je sais très bien qu'ils savent qui on est. Ok. Et voilà. Donc, D'accord. Oui, mais moi aussi, je reçois les messages. Bon, ok. Mais peut-être alors c'est sous ta réserve. Bon, à voir. Après, on peut-être pourrait que oui, creuser. je suis plus chiante que toi. Voilà, t'as le droit de le dire et que je suis plus exigeante. Non, mais je reçois les mêmes SMS, etc. Ouais, Tu moi, vois, il y a eu un j'adore. petit souci. J'adore. Tu reçois et tu as vraiment l'impression qu'on Ouais. prend soin de toi et qu'ils te comprennent. C'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça dans un hôtel en France ou ailleurs. Donc c'est vrai que c'est. Et on est avec dans de la une- vraie personnalisation, Ouais, parce on que est pour dans le une coup, autre- chaque exactement. message est vraiment Oui, tu sens- ouais, dédié à ma exactement. situation. Exactement. Non, vraiment pas mal. Donc bien cool. Salut Jérôme. Salut. Vous avez amené le soleil? Vous amenez le soleil. Il nous a amené le soleil.